Aujourd'hui, pour discuter de matrescence, je reçois Maude Duchemin et Audrey Clavet. Allô, Salut! Salut Isabelle. comment ça va? Ça va super bien. J'ai vraiment très, très hâte pour ma part là, de parler de matrescence. Des intervenantes de la clinique matrescence, justement. Présentez-vous à tour de rôle. Je pourrais peut-être commencer. Mon nom, c'est Maude Duchemin. Je suis travailleuse sociale, donc je pratique depuis 2015. Mais spécifiquement, vraiment, depuis le 2019, je consacre toute ma pratique là, à la périnatalité. Fait que vraiment à partir du moment où on veut devenir parent jusqu'aux 5 ans postpartum, mais vraiment destiné aux mères. Et je suis aussi une des cofondatrices de la clinique matrescence, fait que c'est quand même chouette qu'on vienne parler de matrescence aujourd'hui. On n'a pas choisi ce mot-là par hasard, c'est parce que ça parle, de la transition à la parentalité. Mais on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus, mais c'est une clinique, en fait, psychosociale qui offre des consultations professionnelles pour les parents, les futurs parents, qui traversent différents défis, là. Fait que c'est vraiment, de la consultation en virtuel, en présentiel, en individuel ou en couple, bref, il y a beaucoup de possibilités. Fait que Merci c'est de pas ta mal ça. présence. Plaisir. Moi, c'est Audrey, je suis, ergothérapeute de formation. Là, j'ai gradué en 2009, fait que ça fait déjà 16 ans, les années passent. Je suis aussi maman de 4 enfants, donc maman depuis, un peu plus que 12 ans maintenant. Puis depuis, dans le fond, le début de ma propre matrescence, je me suis beaucoup intéressée à l'accompagnement des parents, à ce que avant, j'avais pas le mot matrescence, je savais pas que ça existait, mais je me suis beaucoup impliquée au niveau, communautaire, bénévole. 2023, depuis l'ouverture de la clinique matrescence, en fait, j'ai fait la transition pour avoir une pratique 100 en périnatalité, donc en santé mentale périnatale et parentale, puis en allaitement aussi. Donc entourant la matrescence et en parallèle, j'ai complété aussi récemment là, une maîtrise de recherche, dans le domaine de la santé, en fait, sur les changements occupationnels. C'est un mot, en fait, c'est le changement dans nos routines, dans nos activités de la vie de tous les jours, quand on devient parent, un parent qui allait. Donc, pour ceux qui sont parents, vous le savez probablement qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y avait pas peu, voire pas d'études sur le sujet. Fait que je viens de compléter là, une maîtrise de recherche sur ce sujet-là. Bravo. Oui, c'est ça. Mon Dieu, bravo. C'est vraiment un beau sujet d'étude. Donc, la Merci. matrescence, là, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Là, vous avez une clinique que vous avez nommée comme ça. Mais tu sais, ça fait pas si longtemps là, que c'est dans la culture populaire, le mot matrescence. Fait avant qu'on commence, là, c'est quoi la définition de la matrescence? Et je pourrais commencer dans le fond, la matrescence, là, c'est un mot qui a été proposé dans les années 70, là, 1970, donc par une anthropologue qui s'appelle Dana Raphael. C'est un mot qui a pas vraiment émergé dans l'utilisation populaire avant les 10-15 dernières années peut-être, là, où est-ce que ça a ressorti un peu plus. Donc, la matrescence, là, c'est la contraction du mot maternité et adolescence. Ce qui est proposé, c'est qu'il y a énormément de changements dans l'adolescence. Il y a des changements physiques, il y a des changements hormonaux, il y a des changements identitaires, des changements de notre statut social. On passe du statut d'enfant au statut d'ado à adulte. L'adolescence, c'est comme la transition vers la phase adulte. Puis, ce que Dana Raphaël proposait, c'est qu'il y a énormément de connaissances sur l'adolescence, mais très peu sur cette étape développementale du devenir mère. Donc, ce qu'elle disait, c'est que dans la matrescence, il y a aussi des changements dans toutes ces sphères-là, dans les mêmes sphères que l'adolescence. Euh, je pourrais y aller rapidement, tu sais, des changements physiques au niveau surtout de la personne qui est enceinte, mais même quand on n'est pas enceinte, le contact avec, le bébé, il y a des changements hormonaux quand même. Il y a des changements psychologiques, et cognitifs. Fait que la façon qu'on pense, la façon qu'on résout des problèmes, notre façon de faire face aux défis. Il y a des changements dans notre, sociaux, dans notre posture dans la société. On devient mère, on devient parent, donc c'est un nouveau rôle social. Il y a des changements économiques, en lien avec le congé parental. Aussi par des fois, en lien avec les choix qu'on va faire par la suite, étant donné ce nouveau rôle-là. Il y a des changements identitaires, il peut y avoir des changements spirituels aussi. Des fois, il peut y avoir des questionnements spirituels, des augmentations, diminutions de la spiritualité. Et il y a des changements occupationnels, donc dans notre organisation de tous les jours dans les activités qui découlent de nos autres rôles aussi qu'on fait différemment. Donc tous ces changements-là, il y avait peu d'études ou peu de documents qui parlent. Quand on regarde en psychologie, la psychologie du développement, ça aborde pas la matrescence, ça
généralement, ils disent que la phase adulte, il y a pas d'étape développementale en fait, là. Alors, c'est une nouvelle conception de cette étape-là qui est, intéressante puis qui permet de mettre des mots sur ce que beaucoup de personnes vivaient, là, ou vivent encore. Le parallèle qu'on peut faire aussi avec l'adolescence, qui est quand même fascinant, c'est que c'est bien étudié, l'adolescence. On comprend ce que c'est aujourd'hui. On comprend aussi que les ados, ben, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent tester des choses, ils peuvent se chercher un peu, ils peuvent avoir une période où sont plus en retrait. Tu sais, bref, on va être très, très conciliant avec justement les adolescents parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est temporaire dans le temps, puis ça leur permet de se construire leur propre identité. Fait qu'il y a beaucoup de soutien, hein, dans les écoles qui va être offert aux adolescents. Mais, tu sais, le terme de la matrescence, c'est un peu ça aussi. Le but, je pense, de le populariser, c'est de reconnaître que c'est une étape, puis de reconnaître aussi qu'on a besoin de support dans cette étape-là. Puis c'est pas parce que on est folle, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de pas normal, c'est pas parce qu'on a un trouble de santé mentale. Fait que c'est vraiment de rappeler qu'il y a quelque chose de normal dans tout ça, même si ça peut être inconfortable. Ça, je tiens à le dire. Parce que, tu sais, le nombre de fois qu'on se fait dire, hey, je me reconnais plus. Il me semble que j'aimerais ça retourner, tu sais, à la personne que j'étais avant. Puis, il me semble, avant, j'étais comme ça. Mais, tu sais, la matrescence, c'est ça aussi, hein, c'est de composer avec tout ce qu'on découvre de nous, de tout ce qui est nos nouvelles occupations. J'aime bien ça, j'utilise ton mot, Audrey. On peut Tout ce qu'on l'utiliser. doit faire maintenant, toutes nos nouvelles responsabilités, mais aussi d'être partagé avec ce qu'on était ou ce qu'on connaît de nous, finalement, là. C'est intéressant le parallèle aussi avec l'adolescence parce que l'adolescence, c'est reconnu comme une période qui est très, expérimentale. Fait que, tu sais, on laisse la place aux adolescents à expérimenter différentes choses, puis c'est comme normalisé. Tandis que dans la parentalité, j'ai l'impression qu'on s'attend à être tout de suite parfait puis à ne pas avoir cette phase d'expérimentation-là, mais ça reste que c'est un nouveau rôle qu'on n'a jamais appris, puis il y a pas de manuel d'instruction non plus qui vient avec ça. Fait que je pense que c'est bien parce que ça normalise un peu l'espace pour ne pas être parfait, puis le droit à l'erreur aussi qui vient avec ça. Est-ce qu'on a un parallèle là pour, les papas, fait que les gens qui s'identifient comme une figure paternelle? Est-ce qu'on parle de patrescence ou est-ce qu'on a un concept plus large qui est non genré qui pourrait être la parentescence? Il y a plusieurs chercheurs qui commencent à mentionner le fait qu'il faudrait développer des connaissances sur le sujet. D'ailleurs, Dana Raphael, dans son livre en 1970, l'anthropologue dont je parlais tantôt, a mis une phrase à peu près qui dit que la patrescence existe, mais il faudrait l'étudier. Donc, ça existe. Moi, j'aime utiliser même le terme parentescence parce que devenir parent, ça peut englober les personnes qui s'identifient aussi différemment que le mot mère et père. C'est pas toutes les femmes ou toutes les personnes qui s'identifient au mot mère, toutes les personnes enceintes du moins, et cetera. Donc ça permettrait peut-être d'englober plusieurs identités. En plus, ben, quelque chose que j'ai pas mentionné tantôt, c'est que c'est sûr que la matrescence est influencée par le contexte dans lequel on devient parent, hein. La société, le contexte culturel, même puis le contexte, on va dire, temporel. Devenir mère en 1920 puis devenir mère en 2025, c'est pas la même chose. Puis devenir père en 1920 puis devenir père en 2025, c'est pas la même chose non plus. Ces connaissances-là évoluent. Puis maintenant, il y a plusieurs chemins aussi pour devenir mère ou parent. Il y a pas que la grossesse dans un couple hétérosexuel. Il y a l'adoption, il y a la gestation pour autrui, il y a tout plein de il y a les familles homoparentales, il y a plusieurs façons de devenir parent. Donc, on est au début des connaissances. Il y a une chercheuse psychologue qui travaille là-dessus depuis au moins 10-15 ans à faire plusieurs recherches pour comprendre, tu sais, ça parle de quoi la matrescence, mais la patrescence, la parentescence sont pas beaucoup explorées. Par contre, on peut aussi utiliser les connaissances des gens, là. Tu sais, la personne qui vient me consulter puis qui s'identifie comme père puis qui veut parler de patrescence, pour moi, ça fait vraiment du sens parce que cette personne-là aussi vit pas une crise identitaire, mais une étape développementale vers une nouvelle identité. Puis je pense que ça comporte aussi tous les volets ou tous les caractéristiques ou les changements dont j'ai parlé tantôt. Est-ce que, tu sais, là, on parle d'identité et de changement un peu identitaire. Est-ce que ça vient automatiquement, ce passage à la parentalité-là, est-ce que ça vient avec un deuil de notre ancienne identité ou c'est une continuité? Comment vous voyez ça? C'est une bonne question. Je vais me lancer sur quelque chose, puis je pense qu'Audrey va être en mesure de pouvoir compléter ce que je vais apporter. Mais c'est sûr que dans toute transition, selon moi, il y a des deuils.
Puis c'est pas nécessairement négatif, hein, un deuil. C'est justement le signal, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui change. C'est parfois la perte d'un idéal aussi qu'on s'était imaginé. C'est parfois la perte de quelque chose qui a existé, qui n'existe plus. C'est pas juste, le décès ou la mise à mort de quelque chose, c'est vraiment une façon aussi de se recueillir, puis de prendre le temps de se déposer pour voir comment on avance maintenant. Fait que je pense que oui, la matrescence comporte plusieurs deuils, puis je pense qu'ils sont normaux, qu'ils sont aussi sains. En fait, ces deuils-là, ce qui est pas sain, c'est que ce soit tabou. Ce serait ça que je dirais. C'est de rester isolé avec ça, puis de penser qu'on n'est pas normal dans ce qu'on traverse. C'est ça qui peut créer une forme de détresse. J'ajouterais à ça que je pense un des problèmes entourant la matrescence ou le fait qu'on l'a pas assez nommé, identifié comme une étape développementale, c'est qu'on a un peu l'impression dans notre culture que, ben, on accouche puis on est mère, puis c'est tout. Puis on repart à la maison avec un bébé, puis ça devrait pas changer notre vie. On devrait continuer notre vie d'avant, puis moi, je laisserai pas mon bébé changer ma vie, là. Je vais continuer, je vais avoir les mêmes loisirs qu'avant. Mais c'est pas vrai, là, ça change. Tu sais, tous nos autres rôles sont influencés par ça, là. Je vais pas faire l'épicerie de la même façon qu'avant avant quand j'étais pas mère. Mon travail a changé parce que je suis mère maintenant. Puis Ben, plus simplement, Audrey, juste aller aux toilettes puis se laver. oui, ouais, ouais, aller se laver dans la première année en postpartum, là, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, hein. On se lave pas de la même façon, pas de la même vitesse. Fait que, tu sais, tout change. Manger change, là. On fait chauffer notre repas dans le micro-ondes, puis on le laisse là pendant 2 heures parce que le bébé s'est endormi sur nous, tu sais. Ah, puis après ça, on a intégré, on a internalisé ce message-là de la société que c'est instinctif de devenir mère. Donc, on accouche, on a un enfant, on retourne à la maison et rien ne devrait avoir changé. Fait que ça rend, je trouve, le changement d'identité encore plus souffrant pour certaines personnes. Parce que là, ils se retrouvent avec un changement identitaire important, puis ils comprennent, c'est dur de comprendre pourquoi. Fait que oui, ça peut venir avec des deuils. Tu sais, si je parlais d'un autre changement identitaire, si je perds un emploi, si je me sépare, si je deviens retraitée, on s'entend que ça vient avec des deuils. Tout le monde le sait, on ne se questionnera pas là-dessus. Mais on dirait que c'est plus tabou, comme Maud disait, c'est moins discuté entourant la parentalité. Ça me fait penser à quelque chose parce que quand on parle de la parentalité, ce qu'on pense que ça devrait être, là, c'est qu'on a notre enfant puis que la vie continue comme si de rien n'était. Tu sais, je trouve que ça vient aussi peut-être d'une pression de performance. On est quand Mhm. même dans une ère où justement la performance, elle est là, ou quand on fait les choses seul aussi, c'est parce qu'on réussit bien, puis que quand on met les efforts, on est capable de réussir ce qu'on entreprend. Mais je trouve qu'à la parentalité, ça s'applique pas vraiment. Puis l'affaire, c'est que si on se sent un peu isolé dans ce qu'on vit, mais les gens peuvent aussi se retourner vers les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux contribuent à entretenir aussi cette image-là parce qu'on met pas nos mauvais coups, hein, tu sais, sur les réseaux sociaux. On met pas des images de nous ou Colin, on n'a pas eu une belle journée, tu sais. Fait que je trouve que les réseaux sociaux vont aussi entretenir l'idée que quand on est parent, tout fonctionne bien, la maison est propre, je vais bien, je suis souriante, je vais prendre une marche. Alors qu'au final, c'est vraiment pas tout à fait le quotidien, peut-être au complet de la personne, hein, ce qui est montré. Fait que ça aussi, je pense aussi que ça contribue à cette idée-là, que c'est pas nécessairement une phase, en fait, c'est que la matrescence, en fait, ça devrait être quelque chose d'assez, intuitif, là. Puis, tu sais, il y a aussi l'idéalisation de la grossesse, hein, sur les réseaux sociaux, là, tu sais, il y a les annonces de grossesse, les photos de grossesse, le gender reveal, le shower, tu sais, il y a comme vraiment une espèce de culture entourant la grossesse, puis c'est donc bien beau, puis on a donc bien hâte, on va devenir parents. Sauf qu'on dirait qu'il y a comme une rupture après ça avec l'arrivée vraiment de l'enfant, puis la réalité qui va découler de ça, dont le changement d'identité de la matrescence ou de la parentessence. Effectivement, on dirait on fait de l'aveuglement, puis de se dire: «Ah oui, on est enceinte, c'est beau», puis là, oups, on oublie qu'est-ce qui arrive après. Je trouve qu'il y a plusieurs volets à ce que tu dis, puis c'est super pertinent, là. Mais oui, la pression sociale qui est là depuis longtemps, hein, comme quoi une femme s'actualise seulement par son utérus, seulement en devenant mère, hein, et que c'est donc beau, puis c'est la plus belle période de sa vie, puis elle va donc bien se réaliser, puis il y a tellement d'efforts mis sur ça,
de marketing probablement, je dirais. Peut-être que ça joue là-dedans, mais sur la grossesse, comment on l'annonce, comme tu disais, le gender reveal et compagnie, qu'après ça, quand que les parents reviennent à la maison puis ils vivent de la détresse, de la tristesse, peu importe les émotions, ben, ils vont avoir tendance à se tourner vers les réseaux sociaux. Puis qu'est-ce qu'ils voient? Ben, une mère qui fait des muffins avec son enfant en porte-bébé, qui dort tout bonnement, puis qu'elle a tout, sa maison est super propre en arrière, puis elle est full Pinterest, là. Puis Puis alors elle qu'elle regarde, s'entraîne, puis là, oui, ça c'est va ça. bien, elle a tout fait son ménage, son lavage, elle est toute bien peignée, tu sais. Oui, puis elle s'est levée à 5 heures du matin parce que son enfant dormait pas, mais hashtag blessing parce que c'est merveilleux un enfant, tu sais. On dirait que comment ça peut pas aider au sentiment de se sentir ben, à se sentir normal, à se sentir, que ces deuils-là, ces émotions-là font partie de la réalité aussi, que c'est une énorme transition, la parentalité. Oui, puis je pense aussi, puis je vais vous poser une question, là. Quand vous êtes devenus parents, là, les filles, tu sais, quand, vous avez eu peut-être une amie ou un ami qui allait devenir parent pour la première fois, mais que vous étiez parent, là, est-ce que vous avez dit d'emblée tous les revers de la parentalité? Tu sais, est-ce que vous avez fait des mises en garde ou vous n'avez pas fait? Moi, je vais révéler un petite anecdote de moi. Moi, je le faisais parce que moi, je suis assez, je sais pas comment je dirais ça, là, mais pas que j'ai pas de filtre, là, mais je suis intègre dans la vie, fait que j'aime pas. Non, c'est ça, j'ai des filtres, ne vous en faites pas. Mais l'intégrité, c'est quelque chose quand même important. Fait que je me souviens dans une salle de pause à l'époque parce que je travaillais en CLSC. Une collègue était enceinte de son premier, puis tout le monde disait à quel point c'est merveilleux. Tu vas voir quand tu vas accoucher, ça va être le coup de foudre, ça va être le plus beau jour de ta vie. Tu vas déjà oublier toutes les douleurs de l'accouchement. Puis tu sais, moi, je savais qu'il y en a des femmes qui vivent pas ça, là. Moi, j'avais vécu à ma première une absence de coup de foudre. Et l'amour s'est développé avec le temps, mais j'avais su après que au moins la moitié des personnes qui accouchent vivent pas de coup de foudre à la naissance. Fait que, tu sais, je m'étais dit, j'avais parlé de ça, puis j'avais parlé du postpartum, puis j'avais dit, ça se peut que tu l'oublies pas tout de suite après. Et là, j'ai une collègue qui m'avait dit, bon, voilà la mère indigne Voilà, qui parle. voilà, Ouais. voilà. Puis Fait toi, qu'on Isabelle? on tait ça. C'est ça. Ça fait soit réagir l'entourage ou Ouais, c'est pas nécessairement bien reçu, puis avec raison. ouais. Je sais pas si toi, si Isabelle, si tu as des, Ben moi, exemples? j'ai essayé de faire ça un petit peu moi non plus, j'ai pas beaucoup de filtres là, Audrey, fait que je te comprends. Je me suis corrigée, j'ai dit, l'intégrité est importante pour moi, j'ai des filtres. Mais c'est ça, moi aussi, je suis une personne Ouais, très directe puis honnête, ouais, puis tu Intègre. sais, intègre. je veux pas vendre du rêve non plus alors que c'est pas toujours ça. Ouais. J'ai surtout mis l'emphase sur ça va être important de prendre du temps pour toi Mhm, parce que moi, je l'ai pas fait. Moi, j'ai eu une grossesse à risque élevé, puis de la façon que je me suis protégée, c'est que je me suis un peu dissociée de l'attachement de cet enfant-là parce que, tu sais, à chaque semaine, pratiquement, ben, soit qu'on m'annonçait ou peut-être que je pensais que je l'avais perdu. Fait que quand il est né, de façon prématurée, hein, aussi, ben l'espèce de coup de foudre, je l'ai définitivement pas eu, puis ça l'a pris quand même quelques heures, quelques jours avant que l'attachement se fasse parce que j'avais eu ce mécanisme de protection-là. Donc c'est sûr que j'ai une expérience qui est différente de bien des mères, mais après ça, moi, je suis tombée dans vraiment là, tu sais, l'intensité, là. Fait que je me suis dit: «C'est pas vrai que cet enfant-là, finalement, est là, puis que je vais pas être la meilleure mère du monde». Fait que là, je suis tombée un petit peu, je pense, dans la maternité intensive. Donc, c'est ça mon conseil, c'est beaucoup, ben, prenez du temps pour vous, puis, tu sais, votre enfant, il va survivre même si vous êtes pas 24 heures sur 24 avec. Est-ce qu'on peut parler justement de maternité intensive? Juste avant d'aller là-dessus, Isabelle, si tu oui, me moi permets, je aussi. voulais juste peut-être closer, tu sais, cette idée-là. Quand je vous ai posé cette question-là, c'est parce que je me disais que à travers soit notre retenue, tu sais, envers les nouveaux parents, à travers des conseils très bienveillants, très larges, très doux, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on veut protéger aussi les gens, puis qu'on veut pas Ouais. paraître la personne de la party pooper, là. Tu sais, la personne qui dit que c'est juste comme plate de devenir parent, là. Fait que, tu sais, on va entretenir des choses comme ça. On se dit, bon, quand la personne va devenir parent, on va comme l'accueillir puis tout ça. Mais il y a aussi, tu sais, chez les personnes qui deviennent parents, des fois, c'est difficile de recevoir aussi ces Mhm, commentaires-là, puis on se dit, ben, on va être présent quand on va être mhm. dedans, tu sais. Fait que je pense que de part et d'autre, c'est difficile de parler des vraies choses parfois parce que c'est pas toujours bien reçu. J'aurais le goût de rebondir sur ce que tu dis, Maude, parce que j'écoutais aussi ce que tu disais, Isabelle, puis merci pour ton témoignage. Je trouve ça intéressant que les gens entendent aussi d'autres réalités. Puis en fait, ça m'amène à dire que
Ça serait juste intéressant que toutes les réalités aient leur place, là. Puis c'est vrai que tant qu'on n'a pas les 2 pieds dedans, c'est bien dur de se préparer à la réalité de la matrescence, de ce que c'est, là. Comme même si je dis à mon enfant de 8 ans: «C'est quoi l'adolescence?» Puis je lui dis qu'il va m'envoyer promener puis qu'il va trouver que je suis la pire mère au monde, il me dit: «Ben non, c'est impossible». Ben je te dis que oui, ça va se passer, tu sais. Un peu la même chose avec la parentescence. Tant qu'on n'a pas les 2 pieds dedans, qu'on n'est pas en postpartum, on n'a aucune idée dans quoi qu'on s'est embarqué, tu sais. Mhm. Mais ça serait intéressant d'entendre d'autres réalités que celle qui est véhiculée par les réseaux sociaux, par les médias sociaux, par la culture générale, parce qu'il y a tellement de réalités différentes, puis chaque processus pour devenir parent vient avec un vécu émotionnel, puis sont toutes valides. Tu sais, la personne qui passe par un parcours en fertilité, la personne qui passe par des deuils périnataux, un ou des deuils périnataux, ça amène des réalités émotionnelles qui sont valides et qui amènent des transitions à la parentalité aussi qui sont différentes, différentes couleurs, différentes facettes. Fait que ça serait juste important qu'on ait plus de place pour en entendre parler. Puis probablement que d'en parler puis de normaliser toutes ces expériences-là, ben, ça viendrait avec moins de culpabilité justement Mmh. quand on devient mère puis qu'on trouve ça difficile puis que l'on se cherche puis on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe avec nous. Est-ce qu'on peut parler justement, c'est quoi là, la définition de la culpabilité maternelle ou comment c'est vécu par les mamans? Ouais. Comment moi je l'explique à une maman, là, je vais vous l'expliquer comme ça. Je dis souvent que la culpabilité, c'est une émotion qui est importante, mais parfois, il faut la remettre en question. OK? Parce que la culpabilité est là pour nous envoyer un message. Puis c'est comme si dans notre cerveau, on a un petit juge. OK? Il y a un juge là, avec son petit marteau, là, puis des fois, il va taper très fort, là. Puis quand il tape, là, ça veut dire qu'on ressent de la culpabilité parce que c'est comme si on avait fait quelque chose qui n'était pas correct dans notre code de loi. Lui, il est là pour faire respecter la loi. Il n'y a pas vraiment de zone grise. C'est soit c'est bien ou soit c'est mal. Je vais te dire ça comme ça, OK? Fait que, en fait, la culpabilité, c'est souvent un écart entre ce qu'on pense être bon ou ce qu'on voudrait et ce qu'on vit actuellement. Un exemple assez classique, si je suis épuisée, je sais pas, je suis à 6 7 mois postpartum, puis là, je crie après mon enfant, je vais me sentir coupable. OK? Clairement, je pense on est toutes capables de s'imaginer là-dedans. Ben, en fait, c'est que mon petit juge dans ma tête, il vient de taper très fort parce qu'il dit, ben, en fait, une mère, c'est pas supposé crier après son enfant. Ça, c'est la loi que moi, j'ai internée. OK? Bon. Fait que la culpabilité, elle a du bon dans ces contextes-là parce que ça nous permet de réparer. C'est ce qui nous amène à avoir de l'empathie puis à aller réparer ce qu'on pense qui est pas correct. Le problème, parfois, c'est que dans ces contextes-là, c'est approprié, mais d'autres fois, c'est pas tout à fait approprié. Par exemple, une mère, ça fait toujours passer les besoins de son enfant en premier. Toujours. Mais si on est toujours là-dedans, puis on se sent coupable à toutes les fois qu'on prend du retrait ou on demande de l'aide, qu'on est capable d'identifier une limite, de dire là, en ce moment, je suis fatiguée, puis je sais que je vais peut-être crier après mon enfant, j'ai juste besoin de m'en aller. Ben, si on n'est pas capable de tolérer la culpabilité, ben, on va toujours vouloir réparer, compenser pour ne pas ressentir ça. Fait que, bref, la culpabilité maternelle, je trouve qu'avec ce qu'on vient de jaser, ben, quand on a la croyance que la maternité, c'est quelque chose qui est instinctif, c'est quelque chose qu'on devrait savoir faire d'emblée, ben, quand on ne sait pas la réponse ou quand on tente des choses et que ça fonctionne pas, on peut se sentir coupable, donc se sentir aussi moins compétent. Donc, ce serait ma petite explication. Je suis certaine qu'Audrey, il y a plein de choses qui te sont arrivées en cours de route, par rapport à ça. Ben oui, j'adore comment tu l'expliques, là. J'avais jamais entendu ton explication de la culpabilité, parentale, puis je la trouve excellente, très bien imagée. J'aurais le goût de dire que la culpabilité parentale, paternelle existe, mais c'est différent aussi. Puis c'est intéressant parce qu'on a internalisé aussi les attentes envers ces rôles-là de façon différente. Tantôt, tu parlais aussi un petit peu de maternité intensive ou parentalité intensive peut-être. Il y a différents courants parentaux qui existent, là. On entend de plus en plus parler de ça, la parentalité ou la maternité intensive. Il y a quelques années, c'était plutôt la parentalité proximale qu'on entendait plus. On l'entend un petit peu moins maintenant. C'est comme toujours en opposition un peu à la parentalité plus, on va dire, autoritaire. Puis là, il y a plein de déclinaisons là, de styles parentaux, mais on a internalisé ces messages-là que dans la maternité intensive, mais il faut être toujours de bonne humeur, toujours régulé, toujours prêt à sacrifier tout pour nos enfants. Puis ça vient avec des enjeux parce que aussi quand on est très proximal, ben, il peut y avoir des enjeux sur le développement de l'enfant, tu sais. Pas que c'est mauvais de répondre aux besoins de l'enfant, là, c'est pas ça du tout que je dis. Mais il y a tout
sortes de façons d'interpréter la maternité ou la parentalité intensive. Est-ce qu'on met un cadre ou on met pas de cadre? Est-ce qu'on met des limites? On met pas de limites? Et est-ce que je dois vraiment donner tout ce que j'ai, mon énergie, mon temps, ma patience à mes enfants? Est-ce que c'est vraiment réaliste de s'attendre d'avoir jamais de perte de patience, jamais crier après mon enfant? Je parle de hausser le ton, admettons, là. Ben, je pense pas que c'est réaliste, puis ça met une pression incroyable, sur les mères surtout et donc la culpabilité aussi. La plupart des parents qui viennent me consulter dans le cadre de ma pratique comme ergothérapeute vivent à un certain degré plus ou moins envahissant de la culpabilité parentale, puis ils se trouvent donc pas des bons parents, puis généralement je trouve que c'est d'excellents parents, là. Fait que c'est ça. C'est un phénomène qui touche plus les mamans que les papas, tu sais, si mettons, il va dans les rôles plus, traditionnels. Ben, d'emblée, ce que j'aurais envie de te répondre, c'est que c'est sûr que historiquement, tu sais, la personne qui prenait soin des enfants, la personne qui savait comment faire, la personne qui était dédiée à prendre soin, c'est la mère. Fait que c'est quand même récent dans l'histoire où on implique un peu plus, les papas ou le coparent, là, je vais dire ça comme ça, où la personne, tu sais, s'implique un peu plus. Fait que je pense qu'il y a aussi une question de l'histoire. Il y a quelque chose qui, même si on est en 2025, on se dit: «Ah non, tu sais, moi, ça m'impacte peu», ben ce serait un peu fou de dire ça parce qu'on a toute une certaine forme de pression sociale, puis il y a Mmh. quand même des messages qui perdurent dans le temps, même si la réalité n'est plus, ce que c'était il y a 60, 70 ans. Mmh. Puis ça serait une bonne question justement à se poser. Si on ressent de la culpabilité, admettons, là, moi, ce que je dis aux parents, c'est: «Elle vient de où ta loi? Tu l'as-tu appris? C'est-tu tes parents qui t'ont appris ça? C'est-tu des modèles que tu as vus? C'est-tu la société, tu penses, qui t'impose ça? Elle vient de où ta loi? Puis t'adhères-tu encore à cette loi-là?» Fait que ça, ce serait un bel exemple, tu sais. Ben, si, c'est parce que les femmes doivent s'occuper des enfants, ben, je suis pas tellement d'accord. Moi, j'aimerais ça, tu sais, que ce soit quand même égalitaire. Bon, mais parfait, puis je vais tolérer de la culpabilité. Fait que, est-ce que les femmes en vivent un peu plus? J'aurais tendance à dire oui, mais c'est ça. Bref, on peut questionner l'origine de cette culpabilité-là. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, même si dans l'espace public, les choses changent. De plus en plus, les pères ou les coparents sont autant impliqués dans les tâches, dans l'éducation, dans les prises de décision. Peut-être pas dans la charge mentale, mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais de plus en plus, le parent ou le coparent est impliqué. Ça reste que souvent, dans nos interactions avec la société, avec les gens autour de nous, notre réseau social, on se fait tout le temps voyez encore cette idée-là, comme Maud disait, tu sais, une mère qui quitte, admettons, pour, une formation. Tu sais, je me souviens, moi, partir de la maison pour, quelques jours pour une formation, puis on me demande qui garde les enfants. Mais le père, leur père, mon conjoint, il est là. C'est ses enfants, il s'en occupe, il garde pas, tu sais. Fait qu'on a ça facilement, alors que, tu sais, on va voir un père qui va faire l'épicerie avec ses enfants, puis il est donc bien un père impliqué. Un père qui ou un coparent qui porte, son enfant en portage, c'est donc bien beau. Mais une mère qui fait ça, des fois, on va la dire: «Ah, tu un peu intense, tu sais, tu fais peut-être un peu trop». Une mère qui reste à la maison pendant que le coparent va en formation extérieure va pas se faire dire: «Oh wow, tu t'occupes de tes enfants». C'est comme c'est ça qui est attendu, c'est comme le bare minimum, le «minimum requis» entre guillemets. Fait qu'on se fait aussi même si, comme Maude a dit, on essaie de se questionner sur notre loi, elle vient d'où? Ben, elle se fait renforcer quand même un petit peu tout, de façon un peu banale par nos interactions avec les autres mères aussi, qui peuvent adopter aussi ou internaliser ces messages-là. Fait que c'est difficile de s'en Mmh. débarrasser de ces messages-là qu'on a internalisés, puis et de la culpabilité qui va avec, là. Ouais, puis j'ai d'autres exemples aussi classiques, tu sais, à la garderie ou à l'école, c'est qui la première personne qu'on appelle si l'enfant a besoin? Fait qu'on peut très bien se projeter là-dedans ou même, tu sais, dans un party de famille, là, l'enfant, il pleure, vers qui on se tourne en premier pour, Mmh. tendre l'enfant vers le parent? Je vous laisse répondre par vous-même. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a encore un double standard vraiment, tu sais, dans le rôle de la mère typique qu'on s'est construit en société versus le rôle du père. Effectivement, nous, à la garderie, on a mis mon conjoint comme premier contact et pas une seule fois en 3 ans, ils l'ont appelé en premier. Même quand que je disais le matin, là, c'est une journée moyenne, si vous avez à nous appeler, appelez papa, il va être plus disponible pour répondre.
c'est jamais arrivé. On m'a toujours appelé en premier. Fait que ça, c'est un c'est un exemple qui est très parlant. Mais tu sais, Fait comme que tu sais Maud disait, oui, tu sais, ça reste qu'on regarde nos parents qui sont, mettons, encore en vie, puis nos grands-parents, pour ceux qui sont encore en vie, ils vivaient dans sont devenus parents dans un contexte complètement différent. Fait que de génération en génération, on transforme le message, on transforme les attentes, mais ça reste qu'il y a des ancrages qui sont encore persistants. Fait que même si une génération peut avoir changé dans sa mentalité, ça reste qu'on a, tu sais, des fois, on parle de trauma intergénérationnel, là, c'est pas de ça que je parle, mais il y a quand même une transmission intergénérationnelle de nos attentes, de ce qu'on a internalisé, de qu'est-ce que j'ai vu ma mère faire, qu'est-ce que j'ai vu ma grand-mère faire. On a inconsciemment internalisé ça comme le standard parce que c'est ça qu'on nous a présenté. Fait que c'est difficile après ça de se dire, ben, qu'est-ce que je veux être moi? Alors que je pense que pour les pères, ça va être un peu plus facile parce qu'il y a comme eu un clash plus important entre la génération de, on va dire, nos pères ou nos grands-pères, là, ça dépend de notre âge et de l'âge de nos parents, mais où est-ce qu'il y avait plus la mentalité du père pourvoyeur qui ne s'occupe rien d'autre que peut-être des corrections, de la discipline sévère et d'aller travailler et là, maintenant, c'est pas du tout le rôle social le rôle familial que les pères veulent avoir. Fait qu'ils ont Qui comme est plus attendu. carte blanche. Ils peuvent pas prendre tu sais, ce qu'ils ont eu comme modèle n'existe plus. C'est plus ça qui existe. Fait qu'ils peuvent juste se permettre d'inventer leurs propres attentes. C'est un peu plus facile. Il y a pas besoin de remettre en question. C'est comme tellement un gros clash entre les deux générations que c'est un peu plus facile, je pense, d'écrire une nouvelle histoire et d'avoir des attentes différentes, là. puis est-ce que vous pensez aussi qu'il y a pas une partie qui est où, entre femmes, on se juge plus? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de compétition maternelle qui s'installe aussi versus les papas sont plus dans un esprit de collaboration. Est-ce qu'il y a pas aussi un peu cette espèce de double standard-là qui existe dans la société, que les femmes, on a tendance à plus se comparer entre nous? On dirait que ce qui me vient spontanément, c'est est-ce qu'on se compare ou on remarque certaines choses, puis on a l'impression de pas être à la hauteur? Tu sais, si je reviens peut-être aux réseaux sociaux, puis peut-être que je fais un lien trop direct, là, mais si je vois que je me compare parce que disons que moi, j'arrive pas à ce que mon bébé s'endorme tout seul, OK? Je suis sûrement la seule à qui c'est arrivé, mais que je vois toutes sortes de posts, de contenus, que ça fonctionne, ou tu sais, puis on n'a pas toutes les histoires sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr qu'on s'amène à se comparer, tu sais, on a besoin d'avoir des comparatifs, puis on a besoin de partager aussi ce qu'on vit. Peut-être qu'il y a une forme de compétition, mais je pense qu'il y a une forme de comparaison qui vient du fait qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de fausses réalités qui sont véhiculées par les réseaux sociaux, entre autres. Puis je vais aller un peu dans le même sens que Maude, là. Je pense, ben, puis j'ai pas de connaissances, on va dire, scientifiques ou cliniques sur le sujet, là. Mais je crois pas que les femmes se jugent plus que les hommes, mais je pense que les femmes ont tellement internalisé d'attentes et se jugent elles-mêmes tellement que pour que ça fasse du sens, cette pression-là qu'elles se mettent eux-mêmes, c'est que tu n'as pas le choix de remettre en question les gens qui font quelque chose de différent de toi parce que tu l'as tellement internalisé que, par exemple, il faut pas faire telle chose ou il faut absolument faire tel type de parentage, de Non. parentalité. L'allaitement est tellement important, puis tu mets tellement d'énergie, tellement d'efforts, tellement tout là-dedans que si un parent te dit, ben, si tu as le droit de pas allaiter, ben, ça vient branler ton système de croyance, puis pour comme survivre là-dedans, t'as comme pas le choix d'essayer d'imposer ta façon de voir parce qu'elle est vraiment importante et omniprésente en toi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là. J'ai l'impression de pas être claire, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Ça vient, en fait, de la pression que les personnes se mettent elles-mêmes sur leur type de parentalité et non pas vraiment dans le but de juger les autres, là. Effectivement, c'est très clair. Si on revient là, tu sais, à la quête au changement d'identité relié à la matrescence ou la patrescence, est-ce que les personnes qui sont dans un rôle parental, mais qui n'ont pas été le parent biologique, par exemple, un beau-père, une belle-mère, un conjoint XY, est-ce que ces gens-là aussi vont avoir l'espèce d'expérience de matrescence qui est associée au rôle parental? Ben, je peux émettre, une hypothèse là-dessus. Ça va dépendre je pense, là, que ça va dépendre, en fait, on n'a pas besoin d'accoucher pour vivre une matrescence. Fait que si on est le parent principal donneur de soins, donc le parent qui va s'occuper surtout après l'arrivée de l'enfant, des soins, je pense à l'adoption, je parle à la famille d'accueil, je parle à
Il y a toutes sortes d'autres processus, comme je disais tantôt, de devenir parent. Si alors, cet enfant-là arrive dans notre famille, peu importe l'âge de l'enfant, mais pendant cette création, tu sais, de cette période-là d'adaptation, il y a une adaptation au rôle de parent principal, donneur de soins de cet enfant-là. Et donc, ce parent-là ou cette personne-là va passer à travers une matrescence. Donc, si une belle-mère tu sais, intègre une famille et devient comme belle-mère, il va y avoir une forme de matrescence qui va se vivre aussi. Mais d'autant plus, d'où l'importance d'aller aussi explorer toutes ces déclinaisons-là de matrescence qui sont différentes. Fait que, tu sais, un père qui est principal donneur de soins, il va passer par une matrescence aussi, mais une parentescence, mais à saveur de matrescence parce que c'est le parent qui va être le principal donneur de soins. Ça va être celui qu'on va appeler à la garderie justement quand il y a un virus. C'est ce parent-là qui va faire des choix de travail différents pour accommoder, la réalité d'être parent, tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a différentes personnes qui peuvent vivre un processus développemental du devenir parent qui prend des déclinaisons puis des couleurs différentes. C'est sûr qu'à la base, je pense que la matrescence, on va le dire, c'est l'étape développementale du devenir mère. Mais dans le fond, c'est quoi la différence entre la matrescence, la parentescence? Ben, on le sait pas vraiment. Mais toutes les personnes qui viennent à donner des soins peuvent finir par vivre toutes sortes de changements. Même les pères qui sont très impliqués dès la naissance ont des changements hormonaux aussi. Ils vont se mettre à sécréter de l'ocytocine en plus grande quantité, même peut-être certains degrés de prolactine. Là, je suis pas dans ce domaine-là, mais il On y a des sait que c'est changements quelque chose. hormonaux. C'est ça, il y a des changements, puis ça engendre aussi des changements au niveau neurologique. Fait que, tu sais, oui, la parentescence, s'applique à plusieurs, réalités. Puis si on parle là, des gens qui sont dans un processus de procréation médicalement assistée là, en fertilité, heu, ils décident là: «Nous, on est prêt à devenir parents» ou «Je suis prête à devenir parent, solo». Donc tu sais, j'ai déjà cette espèce de changement-là de mon identité parce que j'ai ce désir de parentalité-là. Puis finalement, ça prend des années avant que ça se produise ou il y a des échecs ou des deuils périnataux qui se font en cours de route. Comment ils vivent ça, cet changement d'identitaire-là relié à la matrescence si, par exemple, il y a eu une grossesse, une fausse couche, puis finalement ça fonctionne pas? Est-ce qu'on va rester avec l'espèce de changement de matrescence ou est-ce qu'il y a plusieurs deuils qui s'entremêlent en même temps? Fait que est-ce qu'on peut parler un petit peu de la réalité des gens en fertilité? C'est vraiment touchant, puis je pense que tu pourrais en faire un épisode de balado complet avec des chercheurs qui sont dans le domaine. Mais ce que j'aurais à dire, c'est que moi, ce que j'observe cliniquement, disons, les gens que je vois dans les consultations ou, tu sais, ce que j'entends dans mon cercle d'amis, mon entourage, c'est que, tu sais, en soi, le processus de fertilité vient toucher vraiment ce qui est lié à l'identité. Puis ça peut venir avec plusieurs deuils. Tu sais, autant dans l'expérience qu'on s'imaginait vivre, dans comment je pensais avoir un enfant, à quelle vitesse je pensais avoir un enfant. Moi, je pensais faire ça là, sous la couette avec, mon amoureux, amoureuse, de façon très spontanée avec, tu sais, une ambiance romantique. Mais là, finalement, je vais peut-être en procréation assistée, puis il y a quelque chose qui est comme un peu plus médical. Fait que même dans le processus, il y a comme des deuils, souvent que les gens vont vivre. Beaucoup de montagnes russes, hein, tu sais, entre l'espoir, les déceptions. Il y a quelque chose de très cyclique aussi dans tout ça. Fait que j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est, un processus de matrescence? Je pourrais pas dire spécifiquement, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des questions d'identité, il y a des questions de deuil. Puis c'est sûr que les gens qui passent par ce parcours-là, quand ils arrivent dans la parentalité, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est des parents qui ont de la difficulté à s'autoriser, de vivre les revers de la parentalité. C'est des parents qui peuvent avoir plus de difficultés à s'autoriser de vivre, par exemple, de la tristesse, de la colère, de la déception, avoir de la difficulté à accepter qu'il y a certaines choses qu'ils vont pas apprécier de la parentalité. Fait que quand je dis ça, je dis pas, ça remet pas en question l'amour pour l'enfant, là, soit dit en passant. C'est plus dans son rôle parental, il y a des choses qu'on n'aime pas vivre. Puis ça, c'est tous les parents qui vont le traverser, mais il y a peut-être moins, cette porte-là parce qu'il peut ven ça peut venir avec du jugement, là, de l'entourage. «Ben, voyons, tu sais, tu l'as voulu pendant 3 ans, fait que plains-toi pas». C'est pas toujours dit comme ça, mais comme: «Hey, tu chanceux, tu chanceuse, tu sais, au moins vous avez un enfant». Fait que toutes ces phrases-là aussi peuvent amener la personne à dire: «Ben, tu sais, dans le fond, c'est peut-être pas légitime non plus ce que je ressens puis ce que je vis dans ma parentalité, fait que j'en parlerai pas». Bien, certainement, je pense que le processus en fertilité, les deuils périnataux vont influencer le processus de matrescence. Ça, c'est sûr, ça va influencer le développement de l'identité parentale, mais
où est-ce que s'arrête ou commence le processus de matrescence, c'est pas nécessairement non plus très clair et là, il y a pas de définition objective, adoptée par tous. Fait que, tu sais, je vais me permettre de dire que je peux pas répondre à cette portion-là de la question, là, mais c'est sûr qu'à partir du moment qu'on a un désir d'enfant, là, tu sais, si on regarde, par exemple, la période périnatale, la définition du Québec, là, du gouvernement du Québec, c'est à partir du moment du désir d'enfant ou du début de grossesse. Parce qu'il y en a, des fois, la grossesse va commencer avant le désir, d'enfant. Fait que ça fait partie déjà du début de la matrescence quand on a un désir d'enfant. Fait que c'est sûr que ça influence notre identité même si on devient pas parent. C'est intéressant ce que vous dites parce que moi, je suis passée là, par le processus de fertilité, puis je veux pas généraliser, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui traversent ce processus-là, qui finalement deviennent parents, puis qui arrivent déjà dans la parentalité avec une forme d'épuisement où Mmh. ils ont tellement investi toutes leurs ressources, puis c'est physique, c'est monétaire, c'est émotif, tu sais, c'est social, la Mmh. conciliation avec le travail, c'est très épuisant. Fait que c'est comme si finalement on arrive dans la parentalité, puis on est déjà comme un peu échaudé de cette expérience-là de parentalité qui existe plus ou moins. Tu sais, c'est un concept qui est abstrait quand on est en fertilité. Donc après ça, j'imagine que ça peut teinter aussi le sentiment de culpabilité maternelle, comme vous avez dit, tu sais, de dire on se permet pas de trouver ça difficile, on se permet pas de trouver que finalement c'est pas comme on aurait voulu, que c'est pas l'expérience qu'on a souhaitée. Mais il y a un bagage qui vient avec ça, puis des fois, ça peut être de longues, longues années, là. Donc, je pense que de pas invalider ce sentiment-là, chez les personnes qui ont traversé le processus de procréation médicalement assistée, là, c'est important d'en parler vraiment. Je trouve ça vraiment touchant ce que tu viens de parler par rapport à la fertilité puis au processus parce que tu as raison de dire que les parents arrivent comme avec une forme d'épuisement. Puis je trouve qu'en postpartum, il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez par rapport à la matrescence, c'est tout l'aspect de repousser certaines choses, tu sais, de la parentalité, mais aussi de s'approprier certaines choses, de rechercher certaines portions de sa vie d'avant, mais de découvrir certaines nouvelles choses. Fait que, tu sais, là où en plus on a passé par un parcours en fertilité, ça devient encore plus complexe, je pense, mais ce concept-là est central dans la matrescence, d'être Mmh. vraiment prise dans des contradictions, dans des opposés qu'on a l'impression qui sont vraiment pas faites pour être ensemble, mais oui, en fait, Mmh. ça fait partie du cœur, la matrescence. Puis je vais rebondir là-dessus, Maude, parce que tantôt, on parlait justement de la définition de la matrescence, hein, au début de l'épisode, là. On a parlé de Dana Raphael, puis de la comparaison. Mais une autre comparaison qui est faite par Alexandra Sachs, là, une psychiatre américaine, qui a fait un TED Talk, là, un TED Talk sur le sujet en 2018, si je me trompe pas. Là. Vous pouvez le trouver, là, c'est un vidéo qui dure à peu près 7 minutes. Mais elle comparait, encore une fois, la matrescence avec l'adolescence. Puis elle disait, tu sais, à l'adolescence, tout le monde s'attend à ce dilemme-là, hein, à cette tension-là entre l'identité d'enfant, où est-ce que notre univers tourne autour de la famille, et après ça, de l'adulte, où est-ce que notre réseau social va plus aller vers les amis, puis notre identité à être toujours continuellement tirée entre ces deux identités-là ou ces deux centres, tu sais, focus-là, pendant plusieurs années. Puis c'est ça, l'adolescence, en gros, là, si on voudrait résumer. Il y a plein de changements au travers de ça. Puis c'est à travers ça que l'adolescent va explorer son identité, justement. Puis Alexandra Sachs, ce qu'elle propose, c'est que la maternité, c'est aussi une tension entre deux réalités. D'un côté, il y a nos identités d'avant, nos rôles. Puis généralement, en plus, on arrive dans la matrescence avec un certain sentiment de compétence dans nos autres rôles, là. Généralement, on est un adulte compétent, souvent, ou relativement compétent quand on arrive à la maternité. Bien sûr, je sais qu'il y a toutes sortes de façons, toutes sortes d'âges pour devenir parent. Euh, mais après ça, les hormones, entre autres, puis les attentes sociales amènent un focus incroyable sur le bébé. Une chance parce que le bébé humain est très peu autonome, hein, il a besoin beaucoup d'aide pour la survie pendant assez longtemps. Donc, ces hormones-là nous amènent un focus comme si on devrait seulement faire ça, nourrir, faire dormir et protéger notre bébé. Mais il y a ces identités-là qui existent encore. On est encore une mère, une fille, une amie, une travailleuse, même si on a mis sur pause peut-être notre emploi rémunéré, ça reste
dans notre identité, dans nos différentes identités ou rôles. Et il y a cette tension-là de dire, ben, il me semble que ça devrait être facile de mettre ces identités-là et c'est des rôles sur pause parce que mère, c'est censé être le plus beau rôle, puis c'est censé être là-dedans que je m'accomplis. Puis en plus, il y a l'enjeu hormonal de tension vers s'occuper du bébé qui fait que ça amène un dilemme. Ça amène encore une fois une tension qui peut durer longtemps. Puis je trouve qu'elle est aussi la source de beaucoup de culpabilité de maternelle de oui, j'adore mon enfant, j'aime m'en occuper, mais j'aimerais ça retourner travailler finalement, puis je me sens coupable de retourner travailler. Je me sens coupable d'avoir d'autres rôles importants. Je me sens coupable d'avoir envie d'aller faire du Zumba ou du yoga une fois par semaine, puis de laisser mon enfant à la maison. Je me sens coupable de faire une introduction à la garderie à 6 mois, à 8 mois, à 3 mois, tout dépendant de nos réalités. S'il y a des gens qui nous écoutent en dehors du Québec ou du Canada, des fois, c'est encore plus tôt que ça. Puis c'est cette tension-là qui peut créer aussi de la souffrance et de la culpabilité. C'était vraiment intéressant parce que quand tu as dit tous nos rôles identitaires, là, on dirait que moi, dans ma tête, j'ai vu, là, je l'aurais écrit, puis dire, mettons, quand tu deviens maman, là, dans les premières semaines, premiers mois, on dirait qu'il y a juste cette boîte-là qui va Mhm. apparaître, puis toutes les autres, ils vont disparaître. Fait que ça, je pense que ça. Est-ce que c'est le genre d'exercice que vous recommandez quand vous accompagnez des jeunes parents? Tu sais, de mettre par écrit pour vraiment identifier c'était quoi tous nos rôles, comment on s'identifiait comme personne, fait conjointe, travailleur, sœur, amie, puis pour comparer, là, tu sais, c'est quoi les grands chamboulements que ça engendre, la maternité puis la matrescence? Moi, je le fais très, très souvent, mais avec une pointe de tarte. Mais je leur dis pas, là, je leur dis pas qu'on s'en va vers ça. Je leur dis tout le temps: «Faites-moi votre pointe de tarte avant d'avoir des enfants, à quoi ça ressemblait dans tous vos rôles». Puis souvent, on a une belle pointe de tarte tellement bien équilibrée, là, les pointes sont presque toutes de la même grosseur ou tu sais, la personne a volontairement choisi de qu'une des pointes prenne plus de place, tu sais, parce que c'est son choix. Puis là, quand on arrive pour faire celle après la naissance de l'enfant, mais souvent les gens sont un peu, je vais pas dire choqués de voir à quel point le rôle de parent prend de la place, mais c'est aussi nécessaire dans le sens où c'est vrai que le bébé, il est pas autonome, là, au début. Fait que cette pointe de tarte-là, en fait, on peut tranquillement aussi la rapetisser plus l'enfant grandit. Mais c'est de se dire, ben, j'ai plus non plus le même temps disponible à consacrer à mes amitiés. J'ai plus non plus le même temps à consacrer à mon couple. Fait il y a toutes ces choses-là que tu dis, bon, ben là, j'ai moins d'espace pour tout ça. Fait que maintenant, quelles sont mes priorités? Fait qu'il y en a aussi qui vont se sentir coupables de, hey, je suis pas capable d'entretenir mes amitiés comme je le faisais avant. Mais c'est normal. On s'attend pas de toi que tu gardes le même rythme. C'est pas parce que tu as eu un enfant qu'on a ajouté 12 heures là, dans ta journée. On a encore le même 24 heures, tu sais. Fait que c'est juste, des fois, c'est de constater en fait que la répartition de son temps doit être différente. Mais tout ça, en fait, moi, j'aime dire aussi que la matrescence, c'est tellement un grand regard sur soi. Mhm. Si on prend pas le temps non plus de s'arrêter, puis de regarder ce qui change, on dirait qu'on y arrive pas. Tu sais, ou on dirait qu'on peut être continuellement frustré ou de voir finalement les mauvais côtés, tu sais, de la parentalité. Tandis que si on prend le temps justement de se tourner vers soi, de regarder, bon, mais quels sont mes nouveaux besoins, mes nouvelles limites, mon temps, qu'est-ce qui est important pour moi, puis ce qui est important avant l'est peut-être plus maintenant, tu sais. Un exemple super concret, ben, peut-être que maintenant, j'ai envie de me coucher à 8 heures le soir plutôt que d'aller veiller genre jusqu'à minuit, 1 heure avec mes amis à telle place, tu sais. Puis c'est dur des fois de se dire: «Bon, mais pour vrai, il y a des choses qui ont changé, c'est tout». Mais c'est intéressant. Moi, c'est drôle parce que les ergothérapeutes font souvent ça aussi, des pointes de tarte là, pour voir l'équilibre. On appelle ça l'équilibre occupationnel, l'équilibre dans nos rôles, nos activités. Mmh. Je le fais pas tant souvent, mais j'amène souvent quand même la réflexion là-dessus parce que j'accompagne même des parents qui voudraient ne plus avoir de besoin, tu sais. Ils aimeraient ça pouvoir passer 24 heures par jour à s'occuper de leur enfant. Ils aimeraient mieux s'ils pouvaient ne pas aller se laver, ne pas manger, ne pas dormir parce qu'ils voudraient comme juste être parents. Ou ils ont l'impression qu'ils devraient être juste parents et le temps qu'ils prennent pour manger et se laver, c'est comme c'est égoïste parce que c'est juste pour eux, mais tu sais, fait que le concept d'équilibre puis de dire ben si tu vraiment on a internalisé ça, OK, mais si tu vraiment ça que tu veux, c'est vers quoi tu veux aller puis de tolérer l'inconfort de après d'être parent là, c'est en continuel changement hein, parce que les besoins de l'enfant changent. Fait que la personne avec qui on est en relation là,
Elle change à tous les mois, à toutes les semaines, on pense qu'on a compris la recette, puis la recette change. Fait qu'on est toujours en Surprise! adaptation. Surprise! Ton enfant faisait ses nuits, il ne les fait plus. Et c'est normal. Donc, cette adaptation-là entre nos différents rôles est en continuelle réappropriation. Quand on devient parent d'un deuxième, d'un troisième, d'un huitième enfant, ça change encore. Mais on peut encore être soi, puis on peut être encore un couple, puis on peut être encore un ami, on peut être encore un travailleur rémunéré si on veut ou pas. Tu sais, c'est aussi un beau moment. Ça peut être un moment charnière qu'on peut prendre le temps de se questionner là-dessus. Parce que quand est-ce dans notre vie d'adulte, on va prendre le temps de se dire: «Hey, attends un peu, mes rôles actuellement, est-ce qu'ils me conviennent? Est-ce que le temps que je mets à mes amis, à mes loisirs, à mon travail, est-ce que c'est ça les rôles que j'ai envie?» Tu sais, c'est rare, ça prend un gros débalancement, un déséquilibre important pour amener cette réflexion-là. Bien, on peut le voir comme quelque chose de positif parce que la maternité, la parentalité, nous oblige à se dire: «Et que je suis en déséquilibre en ce moment, puis quel équilibre j'aimerais atteindre? Comment j'aimerais réatteindre l'équilibre? Quel genre d'équilibre?» Parce que celui d'avant, il est pas possible. Puis il arrivera pas. C'est impossible, tu as un enfant à t'occuper. Ça se peut pas. Comme quelqu'un qui voudrait être qui a toujours été célibataire, puis qui voudrait être en couple, puis cohabiter, mais sans changement à sa vie, en tout cas, j'ai l'impression vite, vite que ça se peut pas. Il y a un changement quelque part, là. Fait que pourquoi pas profiter de ce déséquilibre important, puis de le voir comme quelque chose un cadeau. Ben, je veux pas avoir l'air ésotérique, là, mais une belle opportunité pour se questionner, puis voir quel genre d'équilibre nous, on aimerait. Ça ressemble à quoi pour nous l'équilibre, puis comment faire pour y arriver ou tendre vers cet équilibre-là, qui va changer dans 2 mois. Et je dirais que cet équilibre-là est parsemé d'erreurs, Mhm, de je veux dire des mauvais coups, pas dans le sens que c'est mauvais, mais vraiment soit des interventions, des choses qu'on essaie puis ça ne fonctionne pas. Tu sais, en fait, mhm. le parcours dans la parentalité est parsemé d'erreurs, je vais le dire comme ça. Puis c'est ce qui nous permet de grandir, de s'ajuster, de mieux comprendre, c'est notre rôle. Puis on dirait j'aimerais ça vous donner un exemple concret, tu sais, pour l'imager. On dirait que, tu sais, l'accès à l'information, on a beaucoup accès à l'information pour devenir parent, là. Il y a toutes sortes de Mhm. livres, il y a tellement de choses sur, internet, il y a plein de balados, c'est fou comme il y a de l'information. Puis moi, j'aime tellement ça comparer ça à un photographe, OK? Un photographe, il a beau lire tous les livres de photographie genre tu sais, qui existe pour, faire son métier, mais s'il l'a jamais pratiqué, ce sera jamais un bon photographe. Fait que le photographe, là, il va lire de l'information, il va peut-être mieux connaître les appareils, il va aller chercher un appareil, mais il va falloir qu'il aille sur le terrain pour justement composer avec la lumière, composer aussi avec l'interaction des gens qui photographient, comprendre c'est quoi une belle photo, savoir régler des problèmes sur le moment, tu sais? Fait que je trouve que ça fait référence aussi à la parentalité. C'est impossible de savoir comment être parent si on n'est pas dans l'action, si on n'est pas dedans, puis qu'on fait pas des erreurs. Le photographe, ça va y arriver de moffer une photo, puis c'est pas dans le but de devenir meilleur, puis de devenir un parent qui sait toujours tout avec le temps. Même les photographes expérimentés, à un moment donné, il y a des choses qui l'ont pas, tu sais, puis il y a des erreurs qu'ils font. C'est la même chose avec la parentalité, puis je trouve que la matrescence, ça expose bien ce processus-là de essai-erreur aussi. Puis comme professionnel, est-ce que vous recommandez aux gens de se préparer à ce processus-là? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour dire: «On s'en va vers cette étape-là»? Comment qu'on peut s'assurer que ça se fasse plus en douceur, qu'il y ait une transition qui se fait? Est-ce qu'on peut se préparer à ça? En fait, j'ai comme 2 réponses à te donner. Ça dépend qui est devant nous. Ça dépend, l'ouverture des gens aussi. Moi, je pense que ça devrait être intégré dans tous les cours prénataux qui existent, puis ça devrait être des sujets dont on parle, d'emblée. Aux 2 parents, tu sais, s'il y a 2 parents, aux parents en général. Ça peut arriver que parfois pour une première expérience, ce soit plus nébuleux, ce soit plus abstrait. Puis en consultation, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que c'est souvent des parents qui vivent une deuxième ou une troisième expérience qui, là, vont vouloir se préparer différemment, sachant, tout ce que ça peut impliquer. Moi, c'est un peu ça que je te dirais, ça dépend, on est où un peu dans notre expérience, puis je pense que de se préparer, ça dépend de chaque personne aussi. Je suis vraiment d'accord avec ce que Maud dit, puis j'ajouterais à ça qu'il y a quelque chose d'abord qu'il faut un peu aborder dans les cours prénataux, là. Puis c'est comme Maud disait, je pense que c'est la lacune de la plupart des cours prénataux, publics et privés, qu'on met tellement l'emphase sur la grossesse et la préparation à l'accouchement,
processus sur lequel on n'a pas 100 de contrôle, hein. Même si on se prépare de la meilleure façon possible, ben, il y a une autre personne impliquée minimum, genre un bébé. Puis il y a d'autres personnes autour de nous, il y a d'autres contextes, il y a d'autres facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle et on met énormément d'énergie là-dessus. Puis tu sais, je suis une ancienne accompagnante à la naissance, là, fait que j'ai quand je trouve ça quand même important, là. Mais on met tellement peu d'emphase à préparer au postnatal, à la matrescence, à cette étape développementale-là, au retour à la maison. Ce que certaines personnes appellent le 4e trimestre, là, mais j'irais au-delà, moi, du 4e trimestre parce que je pense que ça se limite pas aux quelques mois après la naissance. Mais on peut pas préparer à tout par contre, là, mais on peut sensibiliser, on peut expliquer la diversité des vécus, on peut parler des enjeux qui pourraient arriver, comme quand on prépare l'allaitement, on en parle quand même des différents défis, de lactation, de mastite, de gerçure. On parle de ça pour qu'au moins, quand les parents vivent, ben, ils ont déjà entendu parler de ça. Ben, les défis liés à la matrescence, je pense qu'ils devraient être plus préparés. C'est un de mes projets, secrets, ben, pas secrets, un de mes projets dans ma tête depuis longtemps, mais j'ai toujours plus de projets que de temps dans la vie. Mais j'aimerais développer des cours prénataux plus pour à l'adaptation justement à la matrescence. J'aimerais aussi avoir des cours postnataux là-dessus pour, se connecter avec d'autres personnes, parler de santé mentale, mais d'adaptation à la matrescence. J'aimerais même parler d'adaptation à la grand-matrescence parce que justement devenir grand-mère en 2025, ben, c'est pas la réalité parentale est différente de quand qu'on était mère il y a 30 ans, 20 ans, peu importe là, le délai. Fait que bref, fait que oui et non. Oui, on peut se préparer plus, je pense, on devrait, mais je pense qu'on peut pas être non plus prêt à tu sais, même si je parlerais de tous les défis possibles, on peut pas se préparer à n'importe quoi, mais on pourrait au moins aborder plusieurs sujets, là. Mais je pense que par contre, c'est une des choses que Alexandra Sachs disait, je pense, c'est, Oui. de parler avec, les pairs, là, P-R, pas père, les papas, les pères, P-A-I-R, nos égaux, dans le fond, pour justement briser les tabous, pour briser l'isolement, puis qu'une des façons vraiment de traverser ça, c'est de se réunir avec d'autres personnes qui traversent la même étape. Fait qu'un truc que j'aurais peut-être à dire aux personnes qui se préparent à devenir parents, si vous n'êtes pas déjà parents, ben identifiez déjà les organismes communautaires de votre secteur, de votre région. Regardez s'il y a des groupes de soutien ou des Mmh. groupes pour de développement des bébés. Ça vous permet quand même de rencontrer des gens qui sont exactement à la même étape que vous. Puis ça peut faire une grande différence. Fait que des alliés, ça peut être, oui, les OBNL, mais ça peut être aussi des gens qui s'y connaissent dans le monde de la parentalité. Fait que soit un professionnel de la santé, ça peut être une travailleuse sociale, ça peut être une infirmière, ça peut être une IBCLC, des marraines d'allaitement, quelqu'un qui fait des relevailles, tu sais. Bref, je pense qu'il faut avoir une petite liste de ses meilleurs alliés. Puis si on a besoin de se retourner, ben on sait qu'ils sont là. On parle des fois en mal des réseaux sociaux, mais il y a aussi du soutien des fois qui s'organise sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un est isolé puis il n'y a pas beaucoup de ressources communautaires autour ou bien d'amis ou de connaissances, ben parfois il se crée, tu sais, bébé juillet 2025 puis au moins, ben là, on est dans c'est une petite communauté de personnes qui sont aux mêmes étapes en même temps que nous à peu près puis qu'on peut jusqu'à un certain point se sentir vu, se sentir écouté, se sentir, légitimés dans notre vécu, là. Mais je pense que d'avoir posé un mot comme la matrescence, ça permet d'une part de légitimer, de visualiser ce processus-là et que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet, à cette étape développementale et donc aussi de plus en plus de personnes qui se questionnent sur comment on peut mieux préparer la matrescence. Il y a des gens qui font des études sur le sujet. Moi, j'accompagne d'ailleurs 2 étudiantes à l'Université de Montréal là, qui font, un projet de fin de maîtrise en ergothérapie sur la préparation au changement occupationnel de la matrescence. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent que c'est pertinent et que ça peut être, étudié, exploré, préparé, réfléchi. Fait que, je trouve que on est à un beau moment où est-ce que c'est de plus en plus, normalisé puis que les gens s'intéressent à ça. Tellement important, puis moi, je suis d'accord avec ton projet de faire des cours, postnataux parce que, tu sais, pour l'instant, tout ce qui tourne autour du postnatal, c'est les soins au bébé. Fait que, tu sais, tu parlais de l'allaitement. Oui, ça implique une personne adulte, mais c'est quand même pour donner des soins au bébé, donc on oublie un peu la mère parfois là-dedans. Pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot à ajouter sur, la matrescence ou la parentescence? J'ai pas nécessairement rien à rajouter pour la théorie de quoi, mais j'aurais juste envie de dire aux gens de,
De se tourner vers eux, d'accueillir cette étape-là à bras ouverts. C'est pas toujours confortable, mais oui, la maternité, ça peut être magnifique, hein. Il y a plein de belles choses qu'on peut découvrir avec ça, mais ce n'est pas que ça. Puis c'est correct aussi d'accueillir ces revers-là. Puis c'est correct de se promener entre ces 2 opposés-là de temps en temps. Donc c'est ce que j'aurais à dire. C'est drôle quand que tu as posé la question, Isabelle, je m'en allais aussi un peu dans la même veine que ce que Maud disait. C'est je trouve qu'on a parlé quand même beaucoup aujourd'hui de choses, tu sais, on a voulu faire de la place beaucoup aux différents vécus, mais peut-être un peu plus les difficultés entourant la matrescence. Mais il y a plein de belles choses aussi, là. J'en ai parlé il y a quelques minutes, mais c'est aussi une opportunité de changement, de réflexion sur ce qu'on veut, sur nos valeurs, de qui on veut être. C'est pas rare que quelqu'un dans la matrescence se redéfinit puis dit hey, finalement je faisais tel travail avant puis ça me ressemble plus. Je suis quelqu'un d'autre maintenant. Fait que ça peut être aussi un beau moment de changements positifs dans la vie. Puis ça reste que devenir parent, quand on l'a choisi, quand ça se passe bien, quand tu sais, ça peut être une magnifique c'est pour beaucoup de personnes, au final, une magnifique expérience, mais qui est parsemée de nombreux défis, de remise en question, de toutes sortes d'émotions qu'on des fois, on s'attendait pas. Fait que c'est à ça qu'il faut faire de la place, un peu. Puis je souhaite aux gens de s'entourer de gens qui sont honnêtes sur leur vécu, puis qui vont parler des belles choses autant que des choses plus difficiles pour que toutes ces différentes facettes-là soient de plus en plus, normales ou légitimes, là. Merci pour ces beaux messages. C'est à quel endroit qu'on peut, vous consulter ou trouver sur les médias sociaux? Beh, c'est sûr que le plus facile pour, accéder peut-être à du contenu sur la santé mentale en périnatalité, nous, on est présente, la clinique matrescente sur, TikTok, nouvellement, sur Instagram, et Facebook. Puis, on a aussi un balado qui s'appelle simplement Matrescence. Puis, on a aussi notre site web qui est le www.cliniquematrescence. Puis vous faites de la téléconsultation aussi, je pense, fait que les gens, à travers le Québec peuvent, prendre rendez-vous avec vous. Exact. Merci beaucoup. Puis Audrey, on va suivre aussi, je sais pas si tu as d'autres recherches que tu comptes, faire, mais tu sembles avoir beaucoup de projets, fait que moi, je vais garder un œil, très intéressé, sur, tes travaux puis sur ce que tu fais. Puis, bravo là pour l'accompagnement aussi des étudiants, je pense que c'est vraiment important de continuer à parler de ces sujets-là de plus en plus. Ben, merci. À la prochaine, merci.